Comment on manipule nos cerveaux? Gérald Bronner, Apocalypse cognitive, c'est un livre événement, faites la une notamment du Point. Voilà. Et effectivement, vous vous posez des questions, vous nous posez des questions dans ces temps difficiles, de coronavirus, de menaces terroristes. Au fond, sommes-nous les maîtres à bord du cerveau qui pilote nos corps ? Oui, c'est une question fondamentale qui traverse d'ailleurs toute l'histoire des idées. Cette question, je me la suis posée, c'est vrai, j'ai fini d'écrire ce livre au moment du premier confinement qui a servi en quelque sorte presque d'incubateur et d'accélérateur de tout ce que j'essaye de décrire dans ce livre. C'est une question qu'on se pose depuis longtemps puisque je cite notamment Jean Perrin qui était notre prix Nobel de physique en France et qui était ministre et qui espérait que, avec les progrès de la science, de la productivité du travail, etc., l'allongement de l'espérance de vie, eh bien, nous allions avoir une disponibilité mentale de plus en plus grande. Et il espérait que, grâce à cette disponibilité mentale, on ferait plus de science, qu'on explorerait notre créativité. Et la première partie de la prophétie est tout à fait exacte, car nous n'avons jamais eu autant de disponibilité mentale qu'aujourd'hui, 8 fois plus de disponibilité mentale, par exemple, qu'au début du 19e siècle. J'ai même pu compter, disons, approximativement, qu'en France, nous bénéficions d'1,139 milliard d'années de disponibilité mentale. Mais la vraie question, c'est pour en faire quoi exactement ? Et que faisons-nous de ce temps de cerveau disponible, comme disait l'autre ? C'est la question la plus préoccupante parce qu'effectivement, face à cette disponibilité mentale, il y a un autre phénomène majeur, historique, disons-le même civilisationnel, qui est en train de nous arriver, c'est la disponibilité de l'information. Là aussi, jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu autant d'informations disponibles. Quelques chiffres, sans chercher à vous étourdir. En 2005, il y avait 150 exabits de données disponibles sur la Terre, ce qui est déjà gigantesque. En 2010, il y en avait 8 fois plus. Et aujourd'hui, dans les 2 dernières années, nous avons produit 90% dans les 2 dernières années de l'information disponible. Eh bien, c'est cette disponibilité mentale mise en vis-à-vis, en quelque sorte, de cette écrasante masse de données qui provoque la situation que j'appelle l'apocalypse cognitive. Oui, quand vous dites apocalypse, c'est pas forcément l'apocalypse, la fin du monde ou comme on pourrait l'entendre, c'est autre chose. Absolument. C'est une forme de révélation. Exactement, c'est-à-dire je ne prophétise pas la fin des temps, au contraire je me moque un peu de ceux qui prophétisent la fin des temps, mais révélation, c'est le sens étymologique du terme apocalypse. Alors quelle est cette révélation ? Précisément, c'est que quand ce cerveau disponible rencontre la disponibilité majeure de l'information, il ne peut pas l'absorber entièrement, donc il va faire des choix. C'est-à-dire que certaines informations ont cette cacophonie informationnelle qui est devenue aujourd'hui le marché, ce que j'appelle cognitif, des idées, si vous voulez, au niveau mondial. Eh bien, certaines informations vont retenir notre attention, vont devenir des obsessions. Donc cette révélation dont je parle, c'est le fait que nos traces numériques laissées dans cet espace qu'on appelle notamment Internet vont révéler le vrai visage de l'humain, du moins un visage un peu grimaçant dans ses obsessions, c'est-à-dire ses obsessions par exemple pour la conflictualité, pour la violence. Je montre dans le livre, et à l'appui d'un certain nombre d'expérimentations, puis de données massives qu'on trouve sur Internet, que les images de conflictualité, la colère, l'indignation morale l'emportent souvent sous ce marché. Par exemple en France, il y a une indignation morale tous les 2 jours sur Twitter. On sait par exemple aussi que parmi tous les visages qu'on pourrait vous présenter avec des émotions différentes, qui souriraient, qui seraient tristes, vous verriez en premier, en toute probabilité, un visage en colère. Parce que la colère représente une information qui retient notre attention. Et d'ailleurs, vous dites, alors c'est formidable sur Internet, la comparaison aussi, qui rend malheureux. C'est qu'au fond, chacun essaie de montrer une image de lui la plus flatteuse possible et finalement, les autres se retrouvent peut-être démunis face à ces images. Voilà, ça, c'est pas de même que la peur, la colère dont je viens de parler, ou la sexualité qui nous intéresse beaucoup. C'est pas Internet qui a inventé ça, bien entendu. Simplement, cette offre démultipliée sur Internet nous permet d'assouvir notre passion, par exemple, pour la compréhension de nous-mêmes en nous comparant aux autres. Et souvent, cette comparaison, elle est malheureuse. Par exemple, en Allemagne de l'Est, lors de la réunification allemande, les Allemands de l'Est se sont enrichis. Nous le savons tous, nous avons des données pour cela. Et pourtant, parallèlement, ils se trouvaient de plus en plus malheureux, selon les mêmes études. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'ils ne se comparaient plus aux autres pays de l'Est, mais aux Allemands de l'Ouest qui étaient beaucoup plus riches. Est-ce qu'on peut véritablement parler au fond de manipulation ? Vous employez ce mot, vous dites, il y a une espèce de hold-up. C'est un trésor, dites-vous, ces heures de cerveau, ces milliards d'heures de cerveau disponibles comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Et vous dites, il y a un pillage. Qui pille ? Alors c'est un cambriolage, on peut le dire, mais c'est un cambriolage sans cambrioleur malveillant, en quelque sorte. En fait, ce qui pille notre temps d'attention, ce sont nos dispositions naturelles, c'est-à-dire nos obsessions. Et en même temps, évidemment, il y a des grands opérateurs
du monde privé, notamment les opérateurs du net, les GAFAM, qui se servent de nos obsessions, qui le connaissent très bien. Il y a des études de neuromarketing pour attirer notre attention. Hein. C'est ce qu'on appelle les dark patterns. Les dark patterns, c'est les cadres qui vont faire, par exemple, si vous regardez une série sur une plateforme bien connue, à peine avez-vous regardé la fin de la série que le début de l'épisode suivant arrive pour créer une forme d'addiction. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais généralement, les traces que nous laissons dans cet univers numérique nous enferment dans une fréquentation de nous-mêmes, ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est aussi un des éclairages qui permet de comprendre pourquoi, dans notre société, les gens se polarisent de plus en plus, se radicalisent dans leur point de vue. Vous avez vu que, finalement, même ces flux de crédulité qui ont caractérisé notamment la période pandémique, ont séparé certains membres de la famille, certains amis qui se connaissaient depuis 20 ou 30 ans, sont fâchés à mort parce que tout à coup, ils ont découvert qu'ils ne vivaient pas dans le même univers mental. Oui, c'est absolument fascinant. Vous parlez par exemple de l'effet cocktail. Et ça, c'est incroyable, parce qu'on a pu tous le vivre. Dans un cocktail, il y a du bruit, vous participez à une conversation avec une personne, et puis soudain, il y a votre nom, vous entendez votre nom, vous entendez un mot, par exemple sexe, dites-vous, quelque chose qui va faire que votre cerveau vous désobéit. Absolument, c'est-à-dire que vous êtes persuadé que vous ne faites attention que à la conversation avec la personne qui est en face de vous, et en réalité, votre cerveau processe un certain nombre d'informations, mais ne va pas retenir votre attention consciente, parce qu'il faut bien comprendre que l'attention consciente, c'est un coût énergétique, ça coûte très cher au cerveau. Donc la plupart du temps, votre cerveau, disons, il ne faut pas trop le personnifier, mais disons que tout se passe comme s'il décidait de ne pas traiter cette information, mais seulement il y a des informations qui ont le pouvoir de vous commander de les regarder, en quelque sorte. Ces informations sont par exemple celles que vous avez dites, celles qui relèvent de la conflictualité, les informations égocentrées, votre prénom par exemple, ou la sexualité, si le mot sexe ou n'importe quel élément. Vous le dites très clairement d'ailleurs, vous dites que c'est quoi le tiers de la consommation d'Internet, ce sont des programmes pornographiques, on va dire. Alors c'est difficile de l'établir, mais ce qui est sûr, ça c'est une donnée ferme, c'est que les vidéos les plus regardées dans le monde et dans tous les pays, y compris les pays religieux, donc c'est ça aussi cet effet de dévoilement et d'hypocrisie sociale, mais c'est pas vraiment une surprise. Rappelez-vous le Minitel, cette grande innovation technologique française dont nous étions très fiers, à juste titre d'ailleurs, c'était une sorte d'Internet. Eh bien déjà à l'époque, alors qu'on ne destinait pas du tout cet outil technologique à cela, eh bien la moitié du flux d'Internet, si vous voulez, notamment de son économie, est allée vers ce qu'on appelait le Minitel rose, c'est-à-dire des propositions qui avaient rapport avec la sexualité. Alors vous ne jugez pas, Gérald Bronner, il faut le dire, vous ne dites pas c'est bien ou c'est mal, vous le constatez, mais au fond, vous dites quoi? On revient à l'homme paléolithique? Au fond, c'est le retour, en quelque sorte, de l'homme préhistorique. C'est une façon de parler sur la scène contemporaine, dans l'hypermodernité de notre contemporanéité. Donc la formule est belle parce qu'elle est paradoxale, mais vous avez raison de le dire. Je n'ai pas un jugement moral sur ces questions. En revanche, je serais, en tant que citoyen, consterné que nous acceptions collectivement de nous abandonner à ces obsessions. Ces obsessions, elles ne sont pas mauvaises en soi. La peur, par exemple, qui retient tant notre attention, n'est pas mauvaise. Sans la peur, l'humanité aurait disparu depuis longtemps. Mais vous comprenez que sur un marché dérégulé de l'information, eh bien la peur va prendre une place qu'elle ne mérite peut-être pas. Songez qu'en 2016, par exemple, un groupe d'études avait montré que 40% des articles américains et des médias américains étaient conditionnés par ce thème de la peur. Ça me paraît un peu excessif, même en période de pandémie. Oui, nous disposons de 1,139 milliard d'heures de cerveau disponibles. En France. En France. Ce qui est beaucoup. Et alors on en fait quoi? On en fait quoi? Voilà, c'est ça la conclusion du livre. C'est pour ça que c'est un livre à la fois politique d'une certaine façon. C'est que je pense que ce trésor qui est le plus précieux de l'humanité, qui concerne notre cerveau, l'organe le plus complexe de l'univers connu, 1 million de milliards de connexions, c'est absolument formidable. Et là-dedans, il peut y avoir des symphonies magnifiques, des grands films, des poésies, la découverte du vaccin contre la Covid-19 et que sais-je encore. Mais il peut y avoir aussi les plus grandes monstruosités de l'histoire. L'humanité a montré qu'elle était capable du pire comme du meilleur, c'est-à-dire que ce temps de disponibilité mentale est probablement l'objet politique majeur dont nous devons nous saisir et à propos duquel nous devons, nous devons avoir une réflexion qui est probablement la réflexion la plus importante au XXIe siècle. Oui, quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est une intelligence de remplacement au fond. Oui, il y a un abandon de l'être humain, au fond. Vous dites une interrogation quand on se regarde dans une glace. Oui, ça pose des problèmes fondamentalement métaphysiques. Si nous ne sommes que mécanismes et processus, après tout, qu'est-ce qui nous dit que finalement une machine suffisamment sophistiquée ne pourrait pas autant valoir qu'un être humain? Alors cela, je ne le crois pas, mais ce qui est très intéressant, ce qui est sûr, c'est que l'apparition de l'intelligence artificielle, elle est déjà là, va continuer à externaliser un certain nombre de fonctions
que nous traitions à l'intérieur de nos cerveaux et pour les traiter à l'extérieur. Prenons la machine vapeur, par exemple, elle a externalisé un certain nombre de nos actes physiques. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va externaliser des algorithmes cognitifs. La traduction, la question du diagnostic, certains travaux juridiques vont probablement, ils le sont déjà d'ailleurs, être remplacés par des intelligences artificielles qui, dans le domaine algorithmique, sont plus efficaces. C'est assez inquiétant parce que ça veut dire que probablement en 2025, c'est ce que disent certains économistes, plus de 50% du travail sur Terre sera produit par des IA. Mais ça pourrait être aussi une formidable nouvelle parce que le travail, là aussi, rappelons-nous de son étymologie, c'est un outil de torture. Oui. On pourrait se dire dans le fond que l'humanité peut être aussi libérée des tâches les plus harassantes, c'est-à-dire les tâches répétitives, routinières, algorithmiques, pour se livrer à ce qu'elle fait bien mieux que l'intelligence artificielle, la créativité et l'exploration du possible. Oui, oui, mais là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire contre cela? Parce qu'au fond, il y a une sorte de risque, j'allais dire, d'asservissement. Finalement, d'asservissement aux réseaux sociaux, une sorte d'esclavagisme vis-à-vis de la représentation que c'est, et vous le citez d'ailleurs, ces selfies permanents jusqu'à perte de vue de soi. Au fond, est-ce que l'homme va pouvoir préserver ce qui fait sa grandeur, ce qui fait qu'il est? C'est une excellente question, c'est l'enjeu majeur politique, je vous le disais, à mon avis, du 21e siècle et peut-être des siècles suivants, on va voir, mais ce qui est sûr, c'est que nous n'arrivons pas à nous en sortir si nous nous abandonnons à une logique concurrentielle sur ce marché de l'attention et si nous ne cherchons pas des moyens de réguler ce marché. Ces moyens, ils existent déjà, ils sont déjà à l'œuvre, mais ils ne sont pas suffisants. La première régulation, la meilleure qui soit, c'est la régulation individuelle par le développement de l'esprit critique. Ça s'apprend à l'école, c'est-à-dire ne pas partager n'importe quoi, s'interroger sur par exemple, les raisons qui font qu'on a envie que ça soit vrai, alors qu'on ne l'a pas vraiment vérifié. Nous abandonner à la contemplation de vidéos où il y a des agressions, que sais-je. Tout cela n'est pas grave, c'est une question de mesure, en fait. Je ne parle pas tel un ecclésiastique, je ne souhaite pas empêcher mes contemporains de s'abandonner à des plaisirs immédiats. Je le fais moi-même. Simplement, il ne faut pas que l'empire de ces plaisirs immédiats nous empêche de concevoir des stratégies à plus long terme. Par exemple, si on songe à la question du réchauffement climatique, c'est une question majeure. Si nous nous abandonnons sans cesse à nos plaisirs immédiats en tout point, nous ne pourrons pas développer des stratégies pour mettre à distance, ou en tout cas pour régler ou prendre à bras-le-corps ce danger qui pèse sur l'humanité. Et accepter la vérité. Regardez la vérité en face. Parce que vous parlez aussi des religions, vous parlez de finalement accepter de sortir des mythes. Tous les grands récits, toutes les grandes mythologies, toutes les grandes idéologies aboutissent à la même chose, c'est-à-dire elles détournent notre attention de ce que j'appelle l'apocalypse cognitive, c'est-à-dire le fait de regarder l'humanité dans ses traits obsessionnels telle qu'elle est. Je le répète, ces traits sont une caricature de l'humanité. Nous ne sommes pas que cela, mais nous sommes aussi cela. Certaines idéologies cherchent à donner une légitimité politique à ces traits caricaturaux. D'autres, au contraire, nous disent « non, c'est pas vrai, l'homme n'est pas du tout comme ça, c'est faux, c'est créé par l'environnement, etc. » C'est un peu les thèmes de la religion lorsqu'elle parle de la sexualité. Elle dit « non, dans le fond, la sexualité ne doit pas être une obsession humaine, c'est une tentation du mal qui serait extérieure. » Tout cela est faux. Tout cela est faux. Nous sommes cela aussi, nous ne sommes pas que cela. Et si nous voulons accepter de dépasser cette situation et de produire un récit politique qui nous en sorte, il faut d'abord passer par cette apocalypse cognitive. C'est-à-dire que pour atteindre le paradis, pour reprendre une métaphore initiatique, il faut d'abord passer par l'enfer et regarder le visage de la Gorgone Méduse qui est sur la couverture de mon livre. Oui, alors là, effectivement, c'est pas joyeux. Hein. Non, ça fait un peu peur. La tête est coupée du corps. Ouais. Le cerveau s'envole. Ouais. Hein? Merci Gérald Bronner. C'est absolument exceptionnel, ce livre est énorme. La face obscure de notre cerveau aux presses universitaires de France, l'apocalypse cognitive. Gérald Bronner, c'était un plaisir de vous recevoir partagé aujourd'hui. Merci d'avoir été notre invité.